En piste pour une nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Watt FM et Trui TV avec sur la table des juges aujourd'hui la réorganisation des forces armées nationales imprimée par les récentes décisions opérationnelles du chef de l'État, le président de la transition Ibrahim Traoré. Nous reparlerons également du drame d'Inata avec Lona Charles Ouattara, colonel d'aviation à la retraite et ancien chef des opérations aériennes des Nations Unies. Lona Charles Ouattara est également, entre autres, auteur d'un ouvrage sur le drame d'Inata, justement. Bonjour, monsieur Ouattara, merci d'honorer notre convocation. Bonjour, monsieur Toumoudi. Bonjour également aux deux juges de ce tribunal qui échangeront avec vous sur ces questions d'intérêt national. Geoffroy Vara, bonjour. Bonjour, président Toumondi. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Président, bonjour. Juge Vara, bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité, la 4e de la semaine que j'ouvre à présent avec les avant-propos des juges. Avant-propos des juges qui commence avec le juge Inoussa Ouedraogo. Merci, Président. Hier, nous avons tous suivi le compte-rendu du Conseil des ministres et on a vu qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises, parmi lesquelles le choix du gouvernement d'abroger le décret qui doublait pratiquement les salaires des ministres sous le président Damiba. En décidant donc de prendre cette décision-là, ils écoutent le peuple burkinabé qui avait en tout cas rejeté dans sa globalité, pour ceux qui se sont exprimés en tout cas, cette décision du gouvernement sous Damiba donc d'augmenter les salaires. C'est également une décision qu'avait annoncé plus ou moins le Premier ministre dès qu'il a pris fonction. Il respecte donc sa parole, c'est une bonne chose. Et au détour donc de ces informations-là, on apprend également que le président Traoré a décidé de garder son salaire de capitaine, donc il ne va pas toucher un salaire de président. C'est une excellente nouvelle parce que au-delà du fait qu'il renonce à l'argent, c'est un message qu'il envoie à l'ensemble des Burkinabés. On a souvent dit que le poisson pourrit par la tête, et c'est aussi par la tête que l'exemple vient assez souvent. Et je pense que les Burkinabés comprendront ce message-là, et qu'au-delà de la renonciation au salaire, c'est un début de message pour plus de bonne gouvernance au Burkina Faso, pour la lutte contre la corruption et pour la redevabilité. On a besoin de ça pour pouvoir aller de l'avant, et je dis bravo à toute l'équipe gouvernementale, bravo au capitaine Traoré. On a besoin vraiment, dans ce contexte-là, d'avoir ce type d'exemple-là qui nous donne du baume au cœur et qui fait renaître l'espoir que, avec ce gouvernement, il se pourrait qu'on aille de l'avant et que tous les maux qu'on a toujours dénoncés aient un début de solutionnement. Le capitaine Ibrahim Traoré qui décide donc de garder son salaire de capitaine, le gouvernement qui est également solidaire de la situation en cédant 50% de ses émoluments du mois de novembre pour la caisse de solidarité. Oui, juge Geoffroy Vara, votre avant-propos du jour. Oui, moi je vais revenir parce que sur une rencontre, le président et le capitaine Traoré a donc entrepris de rencontrer plusieurs composants de notre nation. On a vu les partis politiques aussi, on a vu les médias, dernièrement c'était les VDP. C'est sûr que le ton il est vraiment différent pour ce qui est des partis politiques. La question de leurs responsabilités et relativement à la situation a été rappelée. Pour les médias, le rôle qu'ils devraient jouer, et puis le fait que le soldat au front ne sent pas clairement cet accompagnement-là. Mais pour les VDP, c'est vraiment différent parce que c'est des gens qui ont décidé de donner ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leur vie à risquer, aux côtés des forces et des forces de sécurité, alors qu'ils ne sont pas rompus au maniement de l'arme comme les autres. Ils n'ont pas fait les mêmes écoles, n'ont pas eu la même formation. Mais au regard de la situation, ont décidé d'apporter ce qu'ils peuvent. Et c'est intéressant parce que même dans son premier discours, il
J'avais dit en son temps que c'est la réalité. Quelquefois, les mots trahissent la vérité des choses. Lorsqu'il disait à l'armée de soutenir les VDP et d'être derrière, alors que c'est plutôt les VDP qui devraient être derrière. Mais c'est parce qu'ils jouent aujourd'hui un rôle qui est très important. Et ça, il faut le leur reconnaître. Ils ont eu à poser au président leur réalité. Ils demandent, c'est vrai qu'on est dans un contexte de recrutement de VDP, mais il y a une armée aussi qui doit s'assumer pour qu'eux aussi puissent être dans un contexte meilleur pour travailler. La question matérielle, la question de formation, et puis une armée qui doit ratisser d'abord pour qu'eux puissent venir sécuriser le reste après. Donc ils se sont bien parlé, je pense que ça c'est bon, et on espère que ça va bonifier les choses sur le terrain en termes de résultats. Bien entendu, c'est une situation que nous suivrons au fil du temps et pour laquelle nous rendrons compte également à nos différents téléspectateurs et auditeurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à nouveau, bienvenue dans notre prétoire de décryptage des faits marquants de l'actualité d'ici et d'ailleurs sur la télévision interactive Truy TV et en simultané sur la radio 100% urbaine. C'est Watt FM que vous suivez sur 100.7 en modulation de fréquence. Nous évoquons aujourd'hui la réorganisation des forces armées nationales ainsi que le drame d'Inata avec Lona Charles Ouattara, colonel d'aviation à la retraite. Lona Charles Ouattara a occupé d'ailleurs les fonctions de chef d'état-major, on en parlera tout à l'heure. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici la fenêtre des généralités avec vous déjà, Inoussa Ouedraogo. Merci Président. Notre invité est un colonel de l'armée. On sait que de 60 à nos jours, nous sommes pratiquement à une dizaine de coups d'État dans notre pays. Pourquoi cette envie, cette propension de notre armée à vouloir gérer coûte que coûte la chose politique? 62 ans d'indépendance, une cinquantaine d'années pour les militaires. Pourquoi les militaires ne veulent pas rester au camp mais préfèrent aller au palais présidentiel? Merci pour la question. Je pense que je l'ai très souvent dit sur vos plateaux, que l'armée s'immisce sur la scène politique, poussée par les politiciens. Et le président Ibrahim Traoré vient de le dire, face aux politiciens, il a reconnu que l'armée était divisée. Elle est divisée pourquoi? Parce qu'elle est politisée. La politisation de l'armée démarre à partir du 7 novembre 1982 avec le coup d'État du CSP1. La révolution est venue, le CNR est venu amplifier les choses, où on vous a fait croire que le militaire qui ne faisait pas de la politique était un assassin en puissance. Vous étiez tous d'accord avec ça, jeunes. Les gens sont contents. Chaque fois qu'il y a des règlements de compte, d'un côté ou de l'autre, les gens applaudissent, mais sans trop savoir les répercussions futures sur la société. C'était le début de la désorganisation totale de l'armée qui est en train de sombrer totalement. Lorsque vous introduisez les partis politiques au sein de l'armée, vous savez, vous divisez, c'est plusieurs opinions, alors que l'armée, c'est une seule opinion. C'est d'ailleurs pour cela qu'on dit que c'était la grande muette. Elle ne fait pas de politique, elle est neutre politiquement. Donc ça, c'est parti, tout le monde était d'accord que même aujourd'hui, vous avez une grande partie des hommes, des jeunes surtout, qui pensent que l'armée doit faire la politique, que l'officier qui n'est pas politique n'est pas un bon officier, ce qui est tout à fait le contraire de la mission première de l'armée. Alors donc ça a démarré comme ça,
sous Blaise Compaoré, carrément, on a vu des militaires en activité occuper des mandats électifs, des sous-officiers occuper des mandats électifs, et tout le monde était content, tout le monde a applaudi, sauf moi, bien sûr, parce que vous savez que j'ai refusé d'adhérer à la révolution. J'étais le principal ami de Thomas Sankara. Thomas et moi, nous sommes amis depuis l'âge de 12 ans. On a commencé la 6e ensemble au lycée Ousin Coulibaly, ensuite au PMK, etc. etc. Donc, s'il y avait bien quelqu'un qui devait être le principal collaborateur de Thomas Sankara sous la Révolution, c'était moi. Mais je l'ai refusé parce que je suis resté dans la doctrine militaire qui dit que l'armée est neutre politiquement. Alors, un peu, voilà pourquoi l'armée, aujourd'hui, vous aurez du mal à la sortir de la scène politique. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment de temps. On est dans les avant-propos, mais dans les généralités, on sait effectivement votre aversion pour la révolution. Mais est-ce que indiquer que l'armée commence à se politiser au début des années 82 n'est pas une façon de relativiser quand on sait que depuis 1966, les militaires sont au pouvoir. Il y a eu des coups d'État avant 82. Il y a eu une élection où le président Sangoulé, qui était militaire, s'est fait donc candidat. Il est passé, etc. Vous décidez de faire un blackout sur toutes ces périodes-là pour venir jusqu'en 82. Non, j'ai pas décidé parce que je considère que à l'époque, déjà, il faut expliquer comment l'armée est arrivée au pouvoir en 66. J'étais en 3e, moi. L'armée est arrivée au pouvoir en 66 parce que, déjà, c'était les mêmes hommes politiques qui ne se sont pas entendus, qui ont chamaillé Maurice Yamégo et qui ont fait appel à l'armée. Mais l'armée, en ce moment-là, arrivait en ordre serré. Comprenez-moi bien. En ordre serré, c'est-à-dire se considérant en mission. En mission, c'est évidemment la Misana, à un moment donné, a été cooptée par les mêmes politiques, mais ce n'était pas l'esprit de l'armée, d'une manière globale. D'ailleurs, c'est ça qui va entraîner... L'armée n'était pas d'accord avec lui quand il s'est mis à la tête d'un parti politique. Et c'est ce qui va entraîner sa chute en novembre 80 par le CMRPN. Donc jusque-là, il n'y a pas de l'endoctrinement. Attention, l'armée peut arriver sur la scène politique parce que la situation est complètement confuse. C'est la seule, jusque-là, c'est la seule institution stable de l'État. Et une fois que vous la désorganisez, vous foutez le désordre dans les piliers centraux de la structure de l'État. Donc jusque-là, jusqu'au 7 novembre 82, lorsqu'il y avait un coup d'État militaire, c'était l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé qui prenait le pouvoir. À partir du 7 novembre 82, c'est la vraie politique. L'armée ne fait... Et vous allez me dire, l'armée venait au pouvoir, mais l'armée ne faisait pas de la véritable politique. Vous comprenez? Voilà, c'est la nuance qu'il faut apporter. Le désordre total est arrivé à partir du 7 novembre 82, où on a commencé à assassiner des gens, des militaires, des officiers, Nézien, Badembier, colonel, ministre de la sécurité, c'est-à-dire de l'administration territoriale, à l'époque c'était le ministre de l'Intérieur, qui a été assassiné en plein jour. Bon, vous voyez, c'est crapuleux.
Alors, vous introduisez ces germes-là dans l'armée, c'est le désordre et ça va être très difficile de récupérer. Faudra, mon point de vue, c'est la suppression totale de cette armée et la recommencer. Une refondation de l'armée, donc oui, ça c'est un autre débat qu'on pourra mener peut-être ultérieurement. Vous avez une question de généralité, juge Vara? Pas de question de généralité, mais un commentaire. C'est vrai que notre convoqué du jour nous partage sa vision et donc son regard à travers son prisme, mais aussi si on n'est pas d'accord, il faut le dire. Dire que ça commence avec Sankara, ça je ne suis pas d'accord. On peut dire qu'il y a une différence entre une armée politisée et l'exercice du pouvoir par un militaire. Moi je ne vois pas de différence. Quand quelqu'un arrive à la présidence, il devient politique. Et à partir de 66, je pense que commence le militaire au pouvoir, donc une partie de l'armée qui est politique. Et quand on vient même avant Sankara, il a parlé du CMRPN, voilà, c'est un comité militaire pour le redressement, un redressement pour le progrès national. Si c'est pas politique, dites-moi ça c'est quoi? Le militaire vient chercher quoi dans le redressement pour le progrès national? Si ça ne devient pas du militaire politique, donnez-moi un autre nom. C'est qu'on ne comprend pas tout. Donc pour moi, ça ne commence pas avec Sankara, ça il faut le dire. Ça commence en 1966, mon colonel. De toute façon, c'est un débat qu'on va mener ultérieurement. Peut-être une question rapide aussi là sur cette question des salaires des présidents d'institutions, du président, du Premier ministre et des membres du gouvernement. Abrogation donc du décret qui a gonflé les salaires récemment, puis retour à la base de 2008. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme les uns et les autres l'ont reconnu, moi je pense que c'est une très bonne décision. C'est une très bonne décision en ce sens que ça apporte un peu d'économie à la lutte contre l'insécurité, surtout de nos déplacés internes. Ça peut servir à soulager quelque peu les souffrances des uns et des autres, mais je considère que c'est une mesure conjoncturelle. C'est normal d'ailleurs, puisque le régime en place est conjoncturel. Il a quelque temps pour redresser le pays. Pour redresser le pays, enfin pas pour redresser, pour donner quelques lignes de direction au pays. Il ne peut pas redresser. Moi j'aurais pensé à des mesures beaucoup plus structurelles. L'armée que je connais très bien, vous m'entendez souvent en parler. Il y a une catégorie d'officiers, à savoir les généraux. Les généraux dans notre armée sont nommés pour ne pas commander. Ils sont nommés pour servir dans les états-majors. Ce n'est pas la place des généraux. Alors, pour moi, je ne sais pas si vous connaissez le statut des officiers généraux, mais les officiers généraux se rangent appartiennent à deux si vous voulez, leur carrière évolue sur deux parties. À savoir d'abord la première. On parlait des salaires et vous développez sur les généraux. Il faut en venir à votre idée pour qu'on arrive à l'autre sujet. Vous avez la deuxième section des généraux. La deuxième section des généraux, ça veut dire que la première section, l'officier général, il a tout son traitement d'officier d'active, c'est-à-dire non mis à la retraite. Il atteint l'âge de la retraite, on le verse pendant une longue période dans la deuxième section. Cette deuxième section, elle est onéreuse pour rien. Ce n'est que de la sinécure.
Donc, si l'officier général, déjà, il ne commande pas pendant sa période d'activité, et on le reverse dans la deuxième section pour garder les mêmes avantages jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 70 ans. Il y a sous Blaise Compaoré, c'est ça. C'est nous, quand nous sommes arrivés avec Roch au pouvoir à partir de 2015, qu'à l'Assemblée nationale, nous avons débattu ce sujet et qu'on a pu ramener l'âge final de l'officier général de 70 à 66 ans. Donc, vous voyez, déjà, ça fait à partir de 62 vous avez 4 années au moins de... Donc, vous pensez qu'on peut supprimer la deuxième section. Alors, les officiers généraux. Les officiers généraux en parleront. À défaut de stopper ces officiers généraux, déjà. Alors, la question des salaires est une question importante. De toute façon, c'est un signal fort qui a été donné. On espère que ça continuera avec d'autres sections également. Peut-être que ça va être en débat. Pour le moment, nous parlons des forces armées nationales et c'est votre sujet. Nous avons assisté donc à la création de 3 nouvelles régions militaires qui passent désormais à 6. Également création d'une deuxième région aérienne et création de 6 légions de gendarmerie et de 6 groupements de forces. C'est un maillage efficace du territoire national qu'ambitionne d'opérationnaliser le nouveau dispositif des forces armées nationales. Un dispositif qui intègre en plus la création de 6 brigades d'intervention rapide qui comptent privilégier la mobilité et la puissance de feu face à toutes... C'est des bataillons d'intervention. Oui, des bataillons, oui, c'est ça. Des bataillons, et non pas des brigades, oui, des bataillons d'intervention rapide qui comptent privilégier la mobilité et la puissance de feu face à toute menace contre l'intégrité nationale. Alors, dans un premier temps, comment appréciez-vous ce nouveau dispositif des forces armées nationales? Alors, il y a de l'effort, mais je ne dirais pas comme vous qu'il s'agit d'une réforme de l'armée. Je n'ai pas dit que c'est une restructuration. Qu'est-ce que vous avez employé comme terme? Je n'ai pas parlé de réorganisation. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est une réorganisation du dispositif. Oui, on va commenter quand même. La réorganisation opérationnelle, c'est-à-dire des troupes opérationnelles, c'est-à-dire celles qui sont mises en avant pour faire le combat contre l'ennemi. C'est ce que j'ai compris dans le décret. Ça veut dire, et d'ailleurs le décret le laisse entrevoir, si vous lisez bien, vous verrez que la réorganisation de l'armée de terre, qui est le fer de lance de tout ça, en principe, n'est pas encore faite. Ça, ils le disent dans le décret. Cela est à venir. Donc c'est quand on aura la réorganisation de l'armée de terre qu'on va savoir si c'est vraiment une réorganisation de l'armée ou si c'est simplement, il s'agit des troupes considérées opérationnelles. Alors, ma remarque d'ordre général, c'est déjà très bien que le commandement du théâtre national des opérations soit extirpé de la tutelle du chef de l'État, direct. Si vous vous rappelez, sous le MPSR 1, le commandement du théâtre... Les opérations du théâtre national était placé sous la tutelle directe du chef de l'État, d'État-Miba. Et maintenant, elle sera... Ce qui veut dire que le chef d'état-major général des armées était court-circuité. On ne peut pas créer plus de désordre que ça dans une armée. Donc ça, la nouvelle approche
C'est très bien. Alors, à l'intention de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, il faut préciser donc que le commandement du théâtre des opérations nationales est désormais donc placé sous l'autorité administrative du chef d'état-major général des armées et sur l'autorité opérationnelle du chef d'état-major général adjoint des armées. Ça, c'est très cohérent. Avant, il n'y avait pas de cohérence. Et ça créait déjà, c'était la marginalisation du chef d'état-major général, du chef de l'armée. Si le président, l'échelon... Alors, il faut, pour qu'une guerre soit bien menée, il faut distinguer 3 échelons. Il y a l'échelon stratégique, c'est-à-dire le niveau politique, l'échelon opératif, le niveau opérationnel, si vous voulez. Ensuite, il y a les batailles, c'est le niveau tactique. Si l'opérationnel se trouve directement sous les ordres du politique, il va y avoir beaucoup de problèmes. Ouais. Donc, de toute façon, cette réorientation vous convient, mais je vois juge Vara s'impatienter pour intervenir. Donc, il va embrayer sur cette question de la réorganisation. C'est quand même une réorganisation du dispositif des forces armées nationales. Nous, on n'est pas des puristes du domaine, mais quand on regarde, on se dit, bon, il y a d'autres débats qui, dans l'armée, sont en train de venir. Vous l'évoquiez tout à l'heure, la question de la hiérarchie. Parce que pour beaucoup, elle ne contribue pas vraiment comme il se devrait dans la guerre et le contexte dans lequel nous sommes. Et le président lui-même l'a dit aussi, et il en a fait cas un peu à demi-mot de ces généraux à Ouagadougou qui sont... des problèmes pour vous entendre. Ah d'accord, d'accord, donc je sais un peu plus fort alors. Il parle, donc le capitaine qui parle de ces généraux à Ouaga qui servent moins, on va dire comme ça. Le capitaine en a parlé. Il en avait parlé. Ah ben, très donc bien. justement, moi ma question... Parce que j'écoutais aussi Kalifara Serré qui disait quelque chose de très intéressant. Comment dans une guerre pareille, on pourrait décapiter l'armée? Est-ce qu'on peut la décapiter et gagner la guerre? Comment traiter ce cas-là pour vous? La question, très bien, voilà. Très bien. C'est une excellente remarque. La question que je peux vous retourner, une question, mais c'est mieux d'essayer de tenter de vous répondre. D'accord. Actuellement, si vous regardez cette réorganisation du dispositif opérationnel, ce n'est pas de l'armée. Ce n'est pas de l'armée. Vous avez des lieutenants-colonels, des commandants, des chefs de bataillon, des capitaines qui commandent des régiments. Les colonels pleins sont où? Les colonels-majors sont où? Les généraux sont où? Ça veut dire que de fait, ce sont des gens qui se sont disqualifiés. Ou on les a disqualifiés. Si on les disqualifie, il y a deux postures. Hein. Vous les gardez comme ça, vous continuez à les nourrir, les habiller aux frais de la princesse, comme on dit, ou vous les mettez à la retraite. Donc, ce que l'intervenant dont vous faites référence Kalifara Serré dit, c'est logique, mais il faut régler la question. La question, le règlement de la question, c'est des mesures radicales. Si vous considérez qu'il faut ramener le niveau d'expérience, parce que le grade, c'est du niveau de formation plus de l'expérience. Moi, je suis pilote d'avion. Si je ne vole pas un certain nombre d'heures dans l'année, je ne suis plus pilote d'avion. Vous me comprenez? Donc, c'est ça l'expérience. On peut être formé à
à telle responsabilité, mais après, si on ne pratique pas la responsabilité, on est disqualifié. Nous sommes dans cette situation. Vous êtes d'accord que le niveau de l'armée est ramené, le niveau d'expérience de notre armée est ramené au niveau des capitaines. Le capitaine, il a un commandement statutaire. C'est la compagnie. Dans toutes les armées du monde entier, y compris chez nos adversaires, l'ennemi dit asymétrique, les Katiba, il y a des chefs de Katiba. Nous avons des compagnies. Nos chefs de compagnie, si vous les prenez, que vous les faites sauter l'expérience du chef de bataillon pour aller commander le régiment, mais c'est une fuite en avant considérable. Ça veut dire que déjà, vous êtes c'est un contre-pouvoir phénoménal quand vous jouez votre rôle. Mais si vous ne connaissez pas ces entités, c'est un problème. Je ne sais pas comment vous allez défendre. Vous allez pouvoir vraiment aider notre pays à nous en sortir. L'armée, vous devez la connaître parfaitement. Hein. Ça ne veut pas dire d'être militaire, non. Non. Donc, le débat est à ce niveau. Oui, mais rapidement, et comment on règle cette question? Comment on règle? J'ai répondu. J'ai dit qu'il faut prendre des mesures radicales. Quelles pourraient être ces mesures radicales? Vous êtes d'accord avec moi qu'il faille restructurer l'ensemble de l'armée en créant de grandes unités? Le régiment doit être commandé proprement par un colonel. Pas un lieutenant-colonel, parce que c'est l'adjoint. Un lieutenant, il tient lieu de colonel, il n'est pas colonel. Vous comprenez? Donc, si vous trouvez un lieutenant-colonel qui commande un régiment, c'est une mesure d'exception. Donc, il faut créer de grandes unités, vos régiments doivent être là et fonctionnels. On n'en parle pas. C'est pour ça que je vous dis, ça. Le gros n'est pas touché là. Les régiments, il faut les regrouper pour créer des brigades qui sont commandées par des généraux. Donc il faut revenir à l'orthodoxie militaire dans la structuration et chacun à sa place. Mais l'orthodoxie militaire s'impose. L'armée n'est pas, c'est pas de l'art, c'est pas un art, c'est une science. On ne joue pas avec. Vous ne modélez pas ça comme vous voulez. Et puis, qu'est-ce que nous voulons inventer, nous? Quelle expérience avons-nous des grandes guerres pour inventer un schéma? Les formats militaires sont les mêmes. Donc, il faut suivre. Et alors, si vous ne voulez pas suivre le format classique, à ce moment-là, ne nommez pas des officiers généraux, ne nommez pas de colonels, ne nommez pas de commandants. Si nous sommes au stade des capitaines. Oui, Inoussa Ouedraogo. Oui, c'est intéressant d'écouter le colonel, mais en entendant sur le terrain, nous avons une situation qui est que, de fait, vous l'avez dit, c'est le pouvoir des capitaines. On a des lieutenants-colonels, des colonels-majors qui sont là, qui pendant des années, à quelques exceptions près, n'ont pas véritablement apporté leur contribution sur le terrain, avec les éléments, avec les troupes. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Quand vous dites il faut prendre une décision radicale, ça veut dire quoi? On les met tous à la retraite anticipée? Si oui, quelles peuvent être les conséquences d'une telle décision? Les conséquences, avec un pouvoir, il n'y a pas de conséquences, il n'y en a pas. Il faut les utiliser. S'ils ne sont pas utilisables, ils sont à la retraite. Mais, alors, c'est ça toute notre stratégie. La stratégie qui bute sur des histoires de retraite ou problèmes d'emploi. On ne vous comprend pas. Ah oui? Vous dites, sous la Révolution par exemple, on a plus ou moins nivelé
et le niveau de l'armée. Je ne l'ai pas dit. Hein. Non, dans vos documents, dans vos livres, Bon, ça apparaît, c'est pas ici, on vous lit, colonel. Aujourd'hui, vous demandez, vous dites que l'une des solutions pourrait être de mettre tous ces hommes à la retraite. Oui. Quelles pourraient être justement les conséquences? Vous dites qu'il n'y a pas de conséquences? Les conséquences peuvent être d'ordre opérationnel, c'est-à-dire que vous manquez d'expérience. Vous n'avez pas l'expérience. Vous avez l'expérience des capitaines, d'accord? Mais il faut, en ce moment-là, il faut aller avec cette structure, mais vous ne pouvez pas avoir en même temps des gens qui ne commandent pas, mais qui sont au-dessus, qui sont plus gradés que ceux qui commandent. L'ensemble gardé là comme ça, je ne vois pas, puisque pendant des années et des années, alors je reviens sur la remarque sur le CNR, c'est-à-dire que quand j'ai dit Thomas Sankara avait nivelé, mais il avait gardé une structure cohérente. Le seul gradé, l'officier le plus gradé, c'était le commandant Lengani Jean-Baptiste. C'était un chef de bataillon, mais auquel on avait confié le commandement de l'armée. C'était cohérent. Tous les colonels étaient partis. Tous les lieutenants-colonels sont partis. Les commandants sont partis. C'est ça. Mais alors, vous vous trouvez dans une situation où vous avez toute cette gamme d'officiers et vous avez le commandement effectif de l'armée appartient au capitaine. Désolé, mais ce n'est pas incantatoire. Hein. C'est que vos prières ne pourront pas changer une situation. Oui, je sais que nous, on n'est pas des puristes de l'armée, mais on a un débat de classicisme ici. Ce qu'on a en face, c'est le fond. Maintenant, la triste réalité, c'est que ceux qu'on a en face, les terroristes, ils n'ont pas fait Saint-Cyr. Ils viennent. C'est vous qui dites. Ils viennent. Ils ont des formations rapides qu'ils font. Ils ont des cellules dormantes. Ils ont celles qui sont actives, mais des armées bien organisées difficilement arrivent à prendre le dessus en un temps record. Parce que la guerre qu'ils imposent, ça fait en même temps guerre classique, guérilla, il y a plein de trucs dedans. Donc du coup, vous vous retrouvez face à un modèle qui n'est pas classique. Mais face à cela, est-ce que ce n'est pas normal qu'on soit dans ce qu'on est en train d'essayer aujourd'hui? Parce que ce n'est pas une guerre classique. Alors, je vais commencer par vous dire que il n'y a pas de guerre sans éléments asymétriques. Ce que vous appelez force spéciale, c'est un élément asymétrique. C'est un élément qui est utilisé pour faciliter le passage de la grande armée, c'est-à-dire d'un régiment, d'un bataillon, sur un point difficilement franchissable. Par des actions de sabotage, des coups de main, des embuscades, des harcèlements constants. Les forces spéciales, c'est un élément asymétrique d'une armée classique. Les commandos, c'est la même chose, c'est les ancêtres des forces spéciales. Il n'y a pas de combat classique sans éléments asymétriques. L'asymétrie, c'est la stratégie du plus faible au plus fort. C'est aussi simple que ça. Toutes les guerres de libération ont utilisé l'asymétrie. Et elles arrivent, elles triomphent contre un ennemi conventionnel qui n'est pas suffisamment stratégique.
Ouais, mais moi, au fond, je dis c'est un peu le débat du classicisme qu'on est en train de faire, et puis des solutions qui sont essayées, qui ne rentrent pas dans les codes qu'on connaît habituellement, peut-être de l'armée. Je pense que c'est ce débat qu'on est en train de mener. Oui. Alors que je pense qu'il y a l'histoire nous enseigne. On a vu l'Afghanistan, mais quand vous regardez l'histoire des choses, ce sont des grandes nations avec... Et quand je dis de grandes nations, c'est des grandes nations qui ont des vraies armées, qui se sont succédées là-bas et qui ont échoué face à la question du terrorisme. D'abord les Russes, dans les années 80, les Américains sont venus, les Européens avec tout ce qu'ils avaient comme on appelle armada, et ils ne sont pas venus seuls, c'est plusieurs pays qui sont venus en même temps, mais ils ont tous détalé. Mais s'ils sont dans ce même classicisme. Mais on est d'accord. C'est le même classicisme. J'ai dit la symétrie peut vaincre. Si en face, l'État fort, l'élément fort, c'est un combat du plus faible au plus fort. Si l'élément le plus fort n'est pas suffisamment stratégique, parce qu'il ne faut pas confondre la stratégie avec la tactique. C'est pas la même chose. La stratégie, c'est... Je vous ramène aux fondamentaux. La stratégie, c'est l'art de la dialectique des volontés, utilisant la force pour résoudre leurs conflits. C'est une dialectique de volonté. Et c'est un art. Okay. Maintenant, la stratégie, la tactique maintenant, oui. Ça c'est l'art de l'emploi des armes pour obtenir le meilleur rendement possible, c'est-à-dire pour la victoire. Autrement dit, c'est la stratégie qui commande. Il faut un bon équilibrage des deux pour pouvoir vaincre. Est-ce que vous pensez que la création de ces bataillons d'intervention rapide constitue une bonne réponse à la situation dans laquelle on se trouve? Je n'ai pas très bien compris. C'est un élément opérationnel, mais ce n'est pas une panacée. Je n'ai pas compris qu'on dise que ces bataillons, puisqu'on ne nous dit pas d'où ils viennent, d'où est-ce qu'ils viendront? Ça, on attend toujours de savoir combien d'hommes composeront ces bataillons et quels moyens seront. Mais surtout d'où ils viennent, c'est-à-dire la provenance. Parce que c'est eux qui le disent, sur le papier, ils disent que ce sont des forces qui entrent dans le cadre de la réserve opérationnelle. La réserve opérationnelle, c'est du volontariat. Ce sont des volontaires qui entrent dans le cadre de l'urgence que nous vivons actuellement pour une durée d'1 an à 5 ans. C'est comme ça se passe dans les grandes armées. En France, ça se passe comme ça. Donc si on me dit c'est une composante de la réserve opérationnelle, je vois ça comme ça. En ce moment-là, la réserve militaire dont nous disposons par le biais de la loi 038-2016, barre de fraction Assemblée nationale, qui stipule en ses articles 168, 169 et 179 que notre armée possède une réserve militaire. Le 168 précise les durées, c'est-à-dire que l'appelé, notre jeune appelé qui entre dans l'armée a une durée de service de 18 mois. Ensuite, la réserve militaire, elle dure 25 ans. Le 169
précise les conditions d'emploi de cette réserve, précise que ces réservistes sont reversés dans un corps de l'armée d'active pour un corps de rattachement, pour être activés de temps en temps pour les former, parce qu'une réserve qui ne se forme pas perd son savoir-faire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, donc dans tous les cas, on attend de voir de quelle couleur seront ces bataillons, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire, pour mieux apprécier. Oui. Donc la provenance, oui. Il faut savoir. Ensuite, il faut connaître les moyens logistiques qui seront mis à disposition, oui, bien sûr, de ces bataillons d'intervention rapide. On dit bien rapide, intervention rapide. La rapidité ne doit pas être sur une journée. Ce qui veut dire que ce sont des gens qui doivent avoir des moyens aéroportés propres à eux, en cas qu'ils sont disponibilisés à tout moment, pour que ces gens, ne sachant pas, parce qu'on n'a pas encore précisé aussi leur position géographique, on dit qu'ils sont rattachés au commandement du commandement des opérations du théâtre national. Du théâtre national, oui. Directement, mais que ce commandement se situe à Ouagadougou, mais le front est à 300 km. Oui, donc on attend de voir comment tout cela sera opérationnalisé. Il nous reste vraiment peu de temps, colonel Ouattara, pour parler de votre ouvrage. On est toujours dans la question de l'armée, puisque vous avez publié récemment cet ouvrage pour mettre le doigt sur le drame d'Inata. Dans cet ouvrage, vous avez développé un peu ce que vous disiez tout à l'heure, cette absence indicible de vision stratégique, ça je vous cite, sur le drame d'Inata. Vous avez donc parlé de cette vision stratégique-là. D'abord, pourquoi vous avez choisi d'écrire cet ouvrage et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de ce drame? Alors, d'abord, une observation. Le livre, il n'est pas encore à Ouagadougou. Vous avez donc lu une version piratée. Okay. Ah oui, une version piratée de la version originale. Numérique. De la version numérique. Oui. Donc, on ne sait pas, ça c'est... Bon, je ne vais pas entrer dans le détail. Le livre, sachez que le livre va arriver probablement demain à Ouagadougou. Donc on aura la bonne version. Vous aurez la bonne version. Donc vous êtes précipité sur du trafiqué et vous avez vos opinions. Mais très bien. Alors on va en parler. Les raisons. Oui. Mais moi je continue. Je suis un ancien militaire qui a à cœur l'intérêt d'abord de notre nation, la survie de notre nation. Deuxièmement, qui a à cœur le développement harmonieux de notre armée. Notre armée ne doit pas sombrer. Elle a sombré. Elle est au plus bas. C'est ça. Et le drame d'Inata, ça vous a tous touché. Donc, j'ai profité de cette occasion pour rappeler les responsabilités des uns et des autres. Et c'est ce que vous avez voulu faire dans cet ouvrage. On va donner la parole aux juges rapidement, s'ils ont un mot à dire sur ce qu'ils ont pu lire de cet ouvrage, en attendant qu'on ait la bonne version. Oui, rapidement. Bon, comme c'est la version trafiquée qu'on a, je pense que pour respecter l'auteur au moins qu'on a devant nous, on ne va pas se permettre de puiser dans ce qui n'est pas légal, ce qui n'est pas officiel. Exactement. Au moins ce respect-là, on va vous le donner. Mais ma question, puisqu'on aura peut-être ça demain, on va découvrir, est-ce que vous avez eu, vous dites
vous abordez la question des responsabilités. Les responsabilités, vous les abordez comment? Au regard de ce que vous savez de l'armée ou bien du rapport? Parce que on nous a toujours dit qu'il y a des gens qui ont pu consulter le rapport. Moi, je ne suis pas dans le secret de l'armée. D'accord. Je suis un officier qui a été formé dans les règles de l'art. Je suis Saint-Cyrien de formation. J'ai fait l'armée de terre avant d'être aviateur. J'ai été commandant de compagnie en même temps que Thomas Sankara, mon ami, pendant le premier conflit du Mali, 74-77. Au passage, vous l'avez connu, c'est grâce à... Vous avez connu Thomas Sankara, c'est pas tellement la révolution, c'est par ce premier conflit. J'ai été ensuite chef d'état-major du 1er régiment d'infanterie commando, qui est aujourd'hui le 11e régiment d'infanterie commando, parce que logé dans la première région militaire. C'est pour ça, de 1, on devient 11. C'est une astuce. Hein? Ensuite, donc, ça c'est ma carrière d'officier de l'armée de terre. Ensuite, je suis allé à l'armée de l'air. J'ai été chef adjoint des moyens opérationnels de l'armée de l'air du Burkina Faso, de Haute-Volta, à l'époque. Alors, chef des opérations aériennes des Nations Unies, ces postes, pendant plus de 20 ans, ce poste fait appel à une responsabilité de plusieurs millions de dollars par mois. C'est ça que j'ai géré. Quand vous avez 500 aéronefs, toutes voilures confondues, je m'explique. Vous avez les aéronefs à voilure fixe, les aéronefs à voilure tournante. Donc, quand on a une telle expérience qu'on ne peut pas parler des responsabilités des uns et des autres dans une armée, c'est grave. Donc ce sont les responsabilités des uns et des autres que vous avez voulu situer. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais c'est une partie de ça. On n'a plus de temps pour continuer. Logistique. Je vais quand même donner 1 minute au juge Inoussa Ouedraogo, rapide, pour une interpellation. Oui, finalement, ce rapport n'a pas été mis à disposition du peuple burkinabé. Donc, pour dire que moi, je n'ai pas lu le rapport. Mais qu'est-ce que vous savez finalement? Oui, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé à Inatan? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je vais parler en termes de responsabilité à situer. Alors, les responsabilités, voilà, c'est simple. Les responsabilités sont 1. Au niveau stratégique, le politique, le chef de l'État, le ministre de la Défense sont comptables. Les responsabilités sont de niveau opératif. Le chef d'état-major des armées est responsable. Les responsabilités sont tactiques. Vous avez un régiment qui s'appelle toujours le 14e RIA, parce que vous avez la première région militaire qui est le fameux groupement des forces du Nord, sur lequel l'élément a opéré. Logistique. Pour résumer, colonel, est-ce que c'est juste de dire, puisque vous dites que nous avons une version... Je n'ai pas des individus
Oui, non. à citer. Hein. Non, bien sûr, il n'y a pas d'individu, mais est-ce que ça traduit votre pensée si on dit ici, si on vous attribue le fait que vous concluez que le drame d'Inata provient du mépris du politique et de la hiérarchie militaire, c'est ce que j'ai pu lire, mais vous dites que c'est une version. D'une méprise. Alors, que le drame d'Inata provient du mépris du politique et de la hiérarchie militaire qui ont préféré la tactique à la stratégie. qu'est-ce que vous entendez par méprise? Non, pas méprise. Mépris. Le mépris du politique et de la hiérarchie militaire. Vis-à-vis. Vis-à-vis. Voilà. Vis-à-vis. Ils ont préféré la tactique à la stratégie. Très bien. Est-ce qu'ils ont préféré la tactique à la stratégie? Attendez, pardon. Mais le politique et le militaire ont ignoré l'effet de surprise qui conditionne toute opération militaire. L'effet de surprise, c'est quoi? C'est le renseignement. C'est l'anticipation. Vous ne pouvez pas combattre à l'aveuglette. Si vous combattez dans une salle sombre, c'est un problème. Ça veut dire qu'il faut de l'anticipation. Même si vous déployez un élément loin, cet élément-là doit être éclairé par un renseignement opérationnel dit tactique. Ça sera le dernier mot. J'ai pas fini. Mais ça sera le dernier mot. Il y a la mobilité, le facteur mobilité. Oui. La logistique a fait défaut. Vous avez dit, effectivement, c'est ce qu'on a pu lire. A fait défaut. Vous avez dit... Parce que les lignes de communication sont trop étirées. Vous avez dit, et c'est ce que j'ai retenu, que l'armée burkinabé d'avant Inata a manqué d'anticipation et de mobilité. Et c'est ce que vous venez de répéter sur ce plateau. C'est malheureusement la fin de cette audience du tribunal de l'actualité qui a abordé la réorganisation des forces armées nationales. D'une part, on a évoqué rapidement le drame d'Inata avec Lona Charles Ouattara. Il est colonel d'aviation à la retraite et il est par ailleurs auteur d'un ouvrage à venir bientôt. Exactement. Sur le drame d'Inata. Voilà. Merci d'avoir honoré. Il sera vendu à 10 000 francs CFA. On vous enverra la facture après pour la publicité. Donc merci d'avoir honoré notre convocation. Merci au juge. Merci. Merci au juge Iloussa Ouedraogo. Et merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Prenez soin de vous en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, même heure, même chaîne, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.